le poème est souvent écrit en rime et en strophe aussi. C'est écrit en rime, c'est là où je ne comprends pas. Comment est-ce que c'est écrit en rime? Bon, ça veut dire que je peux dire que le strophe, c'est le nombre de vers regroupés dans le poème. Oui, ça c'est clair. Maintenant, le rime, c'est, on veut parler, on fait l'allusion à la fin du vers, la façon dont chaque vers, ou bien le mot dont chaque vers termine avec. Merci, c'est là, c'est maintenant que tu parles. Que chaque vers est organisé d'une forme de rime. Okay? Il y a des vers qui sont organisés d'une forme de rime. C'est ça, un des caractéristiques. Il y a un autre élément, bien être caractéristique d'un poème. Tu peux nous le dire? Il y a aussi le rythme. Merci. OK. Chaque poème doit avoir un rythme. OK. Le rythme nous donne un ton, OK, qui relève le sentiment d'un personnage, relève, c'est-à-dire le humour d'un personnage. C'est vraiment nécessaire. OK. Et puis, nous avons aussi parlé des différents types de vers. Nous avons parlé de différents types de vers. OK. Quels sont les types de vers qu'on a appris? Vous pouvez mentionner un des types de vers que nous avons vus. S'il vous plaît, il faut être à you toujours. Hein? Give me, we have discussed different types of verses in French, as in vers. Can you mention one that you can remember? Monsieur, oui. Monsieur, on a le certain. Nous avons quoi? Le certain. En tant que type de vers, désolé. Désolé. Monsieur, le vers libre. Le vers? Libre. Le vers? Le vers libre. Libre, merci. C'est un des types. Quoi encore? Nous avons aussi les vers pairs et les vers impairs. Merci. Vers pair et impair. Qui encore? Monsieur, les verbes métriques. Et les vers? Métriques. OK, merci. Oui, maintenant pour continuer, nous avons aussi discuté la strophe et nous avons identifié différents types de strophes. OK, premièrement, je pose une question curieuse. Est-ce qu'un vers peut être qualifié comme une strophe? Est-ce qu'un vers peut être qualifié comme une strophe? Is it possible that a verse can become a stanza? Oui, monsieur. Monsieur. C'est possible? Oui. Oui, c'est possible. OK. Merci. Maintenant, dites-moi, quand une strophe contient 7 vers, on l'appelle comment? Quand une strophe contient 7 vers. Monsieur, on appelle certain. OK. Donc, quand une strophe contient 10 vers, on l'appelle comment?
On l'appelle dizaine. Merci. Et enfin, quand une strophe contient 12 vers, on l'appelle comment? Monsieur, on l'appelle douzaine. On l'appelle dizaine. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie les réponses. Il faut toujours être à jour. Oui. Donc, nous allons continuer sur un autre point qui est comment mesurer la longueur d'un poème. Comment mesurer la longueur d'un poème? How do you determine the length of a poem? In this case, whether it is a long or a short verse, or whether the entire poem is a long or short. Okay? So, pour déterminer cela, nous avons ce qu'on appelle la métrique. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Merci. Nous avons ce qu'on appelle métrique. Et la métrique ici, c'est-à-dire comment mesurer la longueur d'un vers. Et donc, le fait de déterminer la longueur d'un vers, on l'appelle métrique. Donc, chaque vers a ce qu'on appelle un mètre, ou bien la métrique. OK? Mais comment peut-on déterminer la longueur, ou bien quelles sont les métriques? Les métriques sont déterminées par ce qu'on appelle les syllabes, ou bien la syllabe. OK, la syllabe. Quand on parle de syllabes, c'est-à-dire de combinaison de sons mis ensemble dans un mot. Donc, on peut avoir un mot dans lequel on trouve 3 syllabes. Et on trouve 3 syllabes. Prenons par exemple garçon. Garçon. Dans le mot garçon, nous avons 2 syllabes. Nous avons gar et son. OK? Donc, dans un vers où nous avons par exemple les garçons bien gênés commencent à pleurer. Écoutez une fois encore. Les garçons bien gênés commencent à pleurer. Écris le vers et me dis combien de syllabes est-ce qu'on peut trouver, disons si c'est un vers. Les garçons bien gênés commencent à pleurer. Si nous comprenons que dans le mot garçon, nous avons 2 syllabes. Mais il y a combien de syllabes dans ce vers? Les garçons bien gênés commencent à pleurer. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il a 11 syllabes. Nous avons combien? 11 syllabes. J'ai trouvé 11 syllabes. Oui, merci. Oui, quel grand effort, c'est bien. N'oubliez pas, je suis vraiment content que vous n'avez pas compté C, commencer. Ce n'est pas commencer, c'est commence, n'est-ce pas? Si vous aviez compté le CE, ça va nous donner 12. Mais dans ce vers, je vous jure que ça peut être 12 et ça peut être 13 aussi.
et ça peut être 11, basé sur le rythme de déclamateur, celui qui lit le poème. Mais en lisant tout simplement ce que j'ai lu, on peut avoir seulement 11. Vous allez comprendre davantage, surtout dans le mot bien et le mot commence. Mais là, nous avons syllabes. Tout ce que j'ai lu sont prononcés, c'est-à-dire les syllabes sont bien prononcées. Donc, c'est comment déterminer la longueur d'un vers. Et puis, il y a d'autres. Donc, ce que nous venons de faire, c'est déterminer, c'est faire la métrique, c'est-à-dire déterminer la longueur d'un vers. Nous avons d'autres particularités dans l'analyse ou bien dans la déterminaison d'un poème ou bien de la longueur d'un vers, comme je viens d'expliquer. Nous avons ce qu'on appelle le émien. Le émien, et nous avons ce qu'on appelle le diérès, et nous avons ce qu'on appelle la synérès. OK. J'explique davantage. Je change mon écran. Maintenant, regardez l'écran. Sur l'écran, nous avons ce qu'on appelle la diérès. Quand on parle de diérès, c'est-à-dire prononcer séparément deux sons qui, normalement, on peut les prononcer comme un seul son. Je viens de lire un mot bien, bien. Normalement, on dit bien, c'est une syllabe, n'est-ce pas? Mais dans un poème, en lisant un vers, on peut les diviser en deux pour pouvoir fournir le rythme ou bien pour faire de sorte que les vers riment en nombre. Regardez le mot lion. Normalement, on dit lion, n'est-ce pas? Mais ici, moi qui déclame un poème et dans le vers, j'aimerais que tous mes vers soient 12, 12, ou bien 11, 11, 11. Donc, dans ce cas, je peux couper le mot lion dans deux sons en disant lion ou bien bi-un, lion. Donc, comme la phrase que j'ai donnée, je peux dire les garçons bien gênés. Vous voyez, là, c'est comme je suis en train de chanter. Donc, je donne une pause entre le mot li et on pour pouvoir bien donner le rythme. Donc, ici, nous avons, si je suis en train de faire cela, je découpe un mot en deux syllabes comme ça. Donc, je dis, là, nous avons le fait de diérès. Je pense que je me suis fait compris. Si c'est bien, hein, il y a certains mots comme ça, on peut le faire de sorte qu'il nous donne deux syllabes. Nous avons lion, bien, hier, ok. Vous pouvez me donner d'autres mots? Tu peux me donner un autre mot dans laquelle, oui. Oui, je peux proposer bien. Oui. Bien, ok. Bien, oui. Un autre mot? Et le mot prier. Prier, merci. Il y a prier. En chantant, je peux dire prier. Donc là, il y a deux syllabes. Qui encore? Comme nous disons chaque fois, un poème a un objet de base. L'objet de base, c'est quoi? C'est de chanter. De chanter pour exprimer son sentiment. Il y a le mot rien, rien.
Rien. Rien. Je suis rentré chez moi avec rien. Je peux dire aussi, je suis rentré chez moi avec rien. Ça dépend du rythme que j'aimerais apporter, ok, dans le vers. Donc, le fait de faire cela, on dit c'est la diérèse. Si c'est découpé en deux, attention, si c'est découpé en deux, on dit c'est diérèse. C'est clair? Oui, monsieur. Oui. Donc, Oui, monsieur. je vous montre un autre exemple. Là où je décide de maintenir le son du mot, par exemple, dans le vers, au lieu de dire hier ou bien bien, je dis, ou bien lion, je dis lion, ou bien bien. OK? Comme dans un rime, on dit papillon, vole, 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 papillon, vole, vole, bien, bien, bien. Donc ici, c'est une syllabe. OK? Si je dis vole, vole, bien, là c'est diérès. Mais ça devient synérès quand je dis vole, vole, bien. Donc ici, c'est une syllabe. Donc ici, on dit il y a la synérès. OK? Donc, si ça nous permet de seulement prononcer le mot en une seule syllabe, on dit c'est synérès. Je pense que c'est clair. On continue. La troisième particularité dont j'ai parlé, c'est le E muet. Le E muet. Le E muet est normalement utilisé quand nous voulons, par exemple, dans le mot commence. En chantant un poème, je peux dire commencer ou bien commence. Si je dis commence, c'est-à-dire le E est devenu muet. Mais si je veux que le C soit prononcé, je dis c'est-à-dire commencer, je veux commencer. Donc ici, commencer nous donne plutôt 3 syllabes au lieu de 2. Mais ça devient 2 parce qu'il y a E muet, ce n'est pas E prononcé. Okay, c'est ça la troisième particularité. On peut faire de sorte que le E muet est le E n'est pas prononcé. Donc, ça devient le E muet. Oui. Maintenant, nous allons voir d'autres éléments dans l'analyse du poème. Il y a ce qu'on appelle enjambement dans la déclamation d'un poème. Enjambement. Enjambement, tout simplement, c'est de faire un vers continuer dans le deuxième vers. On peut avoir une strophe et dans une strophe, tous les vers continuent, c'est-à-dire il n'y a pas de ponctuation parmi les vers. En lisant, il faut continuer la lecture jusqu'au moment où on identifie un point ou bien un virgule. C'est ce qu'on appelle enjambement. Le fait de continuer la lecture, ok, dans la lecture d'un poème. Mais il y a 2 manières de le faire. Les 2 manières, nous avons ce qu'on appelle rejet et contre-rejet. Je partage mon écran.
Ok, je suis sûr que vous voyez mon écran. Il y a ce qu'on appelle enjambement. Donc, nous allons avoir deux catégories d'enjambement. Nous avons le rejet et le contre-rejet. Le rejet, c'est-à-dire un vers continue dans le deuxième vers avant d'avoir une ponctuation. Donc, c'est le rejet. On peut avoir un vers qui est complet, c'est-à-dire une phrase complète, ou bien une expression complète, ou bien un message complet dans un vers. Mais le moment où le poète décide que le premier vers doit terminer dans le deuxième vers suivant. Okay? Prenons l'exemple que je partage. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger. Vous voyez, le message termine dans le deuxième vers. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger. Donc, la phrase n'est pas complète. On doit lire une partie, le deuxième vers pour pouvoir compléter le premier vers. Donc, le fait de rejeter une partie du premier vers, ok, on l'appelle rejet. Je vois la main de Débé. Débé, il y a un problème? Oui, monsieur. Oui. On sait très bien que le verbe peut terminer par un point ou bien point virgule ou bien sans point. Ouais. Mais dans ce cas de rejet, la phrase qui termine le premier vers commence par une lettre majuscule. Ouais. Je voudrais savoir si c'est tout à fait normal ou bien le 2 là, on peut changer ça, le D en D minuscule. Merci. C'est vraiment normal en poésie. En poésie, presque tous les vers commencent avec une lettre majuscule. Mais ça ne détermine pas, ok, détermine pas, c'est-à-dire une phrase. Ok, chaque vers commence avec une lettre majuscule. Ok, ce n'est pas respecté comme on le comprend aussi que le poème ne respecte pas strictement la grammaire. D'accord. Ok, mais c'est le message. C'est le message. Donc ici, c'est correct de dire que même il m'est arrivé quelquefois de manger deux en majuscule, ce n'est pas un problème. Là, c'est le rejet. Deuxième catégorie d'enjambement, c'est le contre-rejet. Ça, c'est le contraire du rejet. Ici, au lieu de jeter dans le deuxième vers, on commence le deuxième vers dans le premier vers, ou bien dans le vers précédent. Vous voyez, regardez l'exemple que je projette. Nous avons souvenir que je veux tu. L'automne faisait voler la grève à travers l'air automne. Vous voyez que le deuxième vers a vraiment commencé dans le premier vers. Vous voyez cela? Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'automne fait partie du deuxième vers, mais ça a commencé dans le premier vers. Dans le cas où on identifie deux vers se comportent comme si nous avons ce qu'on appelle le contre-rejet. C'est plutôt rejeté dans le vers précédent. Merci. On évolue. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais poser une question. Allez-y. OK. Dans ce cas que vous venez d'expliquer, est-ce que
c'est le choix de celui qui écrit le poème ou bien il y a une règle qu'on doit respecter? Comment le faire? C'est le poète qui est le maître. C'est lui le maître de son poème. C'est lui qui dessine son poème. C'est lui qui décide comment le poème doit être chanté ou bien déclamé. D'accord, monsieur, c'est clair. Donc, pour nous, notre tâche est d'analyser comment il a présenté son poème. Là où tu deviens ton propre poète, toi aussi tu décides quelles règles est-ce que tu veux respecter. En poésie aussi, nous avons ce qu'on appelle la concordance des temps. La concordance des temps ici ne fait pas référence spécifiquement à la grammaire en tant que telle, mais c'est que comment les vers apparaissent dans un vers. On peut avoir la concordance des temps où, c'est-à-dire un vers nous donne un message complet, ou bien un vers est une phrase en tant que telle. Dans ce cas, on peut voir clairement que le premier vers ou bien le deuxième vers est un vers, est une phrase complète. OK? On peut aussi dire que tous les vers ont presque la même structure, c'est-à-dire leur longueur, ou que leurs structures sont presque les mêmes. Donc, si nous avons le cas comme ça, nous avons ce qu'on appelle la concordance de temps. Vous allez voir que le premier vers a un sens complet, deuxième, troisième, quatrième, comme ci, comme ça, jusqu'à la fin du strophe. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la concordance du temps. Et puis, en poésie aussi, nous avons un autre élément à considérer, ce qu'on appelle la coupe. On appelle la coupe. La coupe, ok, j'aimerais que vous regardiez ce que j'ai sur l'écran. Quand on parle de coupe, c'est-à-dire comment diviser un poème de sorte qu'un message d'un poète est vraiment véhiculé. Regardez ici. OK. La coupe, c'est-à-dire couper un vers en deux parties égales. OK? Ou bien couper un vers en plusieurs parties égales. C'est-à-dire disons, il y a un vers et le vers est coupé basé sur le nombre de syllabes. Si par exemple, il y a 12 syllabes dans un vers et tu coupes le vers basé sur, disons, 4 syllabes, 4 syllabes, 4 syllabes, c'est-à-dire tu as découpé le vers en 3 parties. Chaque partie a le même nombre de syllabes, la même nombre de syllabes que les autres. Donc, et c'est ce qu'on appelle la coupe. Ou bien c'est aussi une pause. En déclamant ou bien en lisant ce vers, il faut respecter cela. Il faut avoir une première pause, deuxième pause et troisième pause. On peut aussi découper en 2 parties. En 2 parties, c'est-à-dire si c'est 5 syllabes, disons 8 syllabes, il faut avoir 4 syllabes. Tu fais ce qu'on appelle la coupe ou bien tu crées une pause. OK? Voilà. Mais le cas où nous avons un vers découpé en 2 parties égales, si c'est découpé en 2 parties égales, nous avons un autre terme pour cela. Nous avons ce qu'on appelle l'acte, la césure. OK?
la césure. Si c'est découpé en deux parties égales, on l'appelle la césure. Et ici, si c'est la césure, donc, une partie a un nom et deuxième partie a un nom. Si c'est deux égales, la première partie est appelée hémistiche et la deuxième partie aussi est hémistiche. Prenons par exemple le vers au-dessus des étages, au-dessus des vallées. Nous avons le même nombre de syllabes dans la première partie et même nombre de syllabes dans la deuxième partie. Et le symbole qu'on utilise pour la coupe ici, c'est 2 barres. Il y a 2 barres ici, vous voyez. Dans la première partie, découpée par 2 barres, on l'appelle hémistiche. Deuxième partie, nous avons deuxième hémistiche. OK. Je suis sûr que je me suis fait compris. On continue rapidement. OK. Sur la dernière partie, pour conclure sur l'unité 1, session 5, nous avons ce qu'on appelle la versification. Je pense que j'ai déjà expliqué ceci. La versification, c'est l'ensemble des règles phonétiques ou bien rythmiques qui unissent l'art d'écrire des poèmes en vers. Donc, l'acte ou bien le fait de se mettre dans la tâche de produire un poème ou bien une écriture en vers, on fait ce qu'on appelle la versification. OK. Merci. Jusqu'à ce niveau, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Sinon, on enchaîne avec unité 2. Oui, chez moi, pas de question, monsieur. D'accord. Oui, les autres, on peut continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on peut continuer. D'accord. Oui, maintenant, nous allons enchaîner avec unité 2. Unité 2 nous donne le type de poème. Il y a 2 types de poèmes. Mais voyons notre tâche pour cette unité. La tâche ici, c'est d'être capable de déterminer le type de poème. Vous voyez mon écran, je suis sûr. Donc, identifier les types de poèmes et les périodes qu'ils ont marquées, ou bien distinguer leurs caractéristiques et l'influence. C'est l'objectif de deuxième unité. Oui, maintenant pour continuer, nous avons différents types de poèmes. Il y a les poèmes à forme fixe, nous avons les poèmes à forme libre, nous avons les poèmes à forme libre et libérée. Mais avant de continuer, il faut noter ce point. Je partage cela pour que vous compreniez clairement comment les poètes arrivent à déterminer leurs poèmes. Vous voyez, avant d'écrire un poème, il faut respecter certaines règles. OK?
ou bien il faut être motivé de quelque chose. Et pour être motivé, il y a quelque chose ou bien un élément ou bien certains éléments qui poussent un poète d'écrire. Et le poète produit son poème en respectant certains éléments de base, ou bien en se laissant donner par certains éléments de la société ou bien de l'environnement. Voilà pourquoi on dit la poésie se fait de différentes façons. Si mon grand-père allait écrire son poème, son expérience est différente de la mienne. Si moi aussi j'écris un poème, mon expérience sera différente de mon fils qui va écrire demain. Mon père n'a jamais vu l'ordinateur. Il n'a jamais vécu le comportement bizarre des jeunes aujourd'hui. Donc, tout ce que lui va dire sera différent, mais ce sera bizarre pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on dit chaque société, chaque culture et chaque époque a son propre manière de s'exprimer, d'exprimer ses émotions et de se divertir. Mon grand-père, si tu lui demandes d'aller regarder un match de football, ce n'est rien pour lui. On dit c'est un jeu inutile. Mais certains jeunes d'aujourd'hui aiment regarder un match de football toute la journée, ils s'en fichent. Mais mon papa m'a dit, ça c'est la paresse. OK? Voilà. Donc, ce sont des éléments qui informent l'écriture d'un poème. Donc, on dit aussi, chaque société a sa propre vision du monde. La manière dont moi je vois le monde, mon grand-père le voit différemment. La manière dont ma mère voit le monde est différente de ce que toi, les jeunes d'aujourd'hui, voient le monde. Il y a aussi les mœurs. Ce que mon papa ou bien moi-même, je vois que là, ça, ce n'est pas bon, c'est un tabou. Les jeunes d'aujourd'hui vont dire là, ça, c'est rien. C'est inutile. OK? Et nous avons notre manière d'apprécier des goûts des choses. Voilà, ce sont des informations qui guident un poète à écrire son poème. Donc, normalement, on dit c'est impossible de parler de toutes les formes. Oui, on peut avoir différentes formes de poèmes. Mais nous allons nous concentrer sur seulement deux formes qui sont toujours discutées, qui sont considérées dans l'écriture des poèmes. Les deux formes ici sont le poème à forme fixe et le poème à forme libre, ou bien certains vont dire libéré. Vous voyez, on distingue ces deux formes. Nous avons le poème à forme fixe et le poème à forme libre ou bien libéré. Déjà, les expressions là-bas nous donnent une idée, n'est-ce pas? Vous avez une idée sur les deux formes projetées? Et vous avez une idée sur les deux formes projetées? Il y a une idée si on dit les poèmes à forme fixe et les poèmes à forme libre. Marc, tu nous parles? Oui, qui a une idée? Personne? Marc, ton caméra, tu es en train de causer, mais tu fais semblant d'être avec nous.
Monsieur, Oui, Degbe. le poème en vers fixes, Oui. bon, c'est un poème dans lequel le nombre et la nature des Mhm. strophes sont déjà déterminés à l'avance. Le nombre, n'est-ce pas? Oui, et la Selon, nature, ok, selon toi, la nature et le nombre. oui. Ok, merci. Qui encore? Donc, je pense que le poème à forme fixe suit des règles de la poésie, et les poèmes à forme libre sont des poèmes qui ne suivent pas des règles. Ok. En fait, vous avez l'idée, quand on parle de poèmes à forme fixe, déjà, la nature, la structure, les rimes, ok, le nombre de vers, le nombre de strophes, ça dit c'est fixe, c'est classique. Ok, si tu veux écrire un poème, tu dois te situer dans soit la forme fixe ou bien la forme libre. Donc, il faut utiliser l'exemple ou bien la règle qui est déjà établie. Si tu veux écrire un poème à forme fixe, ça doit prendre, disons, 10 vers, ou bien 4 vers d'une strophe, ou bien 5 vers pour une strophe. Ça dépend. Mais déjà, il y a certains poèmes qui sont reconnus d'être classiques sous forme fixe. Et, oui. Voilà pourquoi on dit les deux types obéissent des règles. Composition déjà reconnue. Okay. Voilà. Maintenant, nous allons les prendre un à un pour bien comprendre, pour aller un peu davantage. Ok, prenons les exemples des poèmes à forme fixe. Les poèmes à forme fixe reconnus sont presque 8. Ok, mais pour ce programme, nous avons à discuter seulement 6. Nous avons ces 3 poèmes à forme fixe. Nous avons la balade, et puis nous avons les haïkus, et puis nous avons l'ode. La première partie, c'est ça. Et puis nous avons aussi le pantoum, nous avons le rondo et le sonnet. Ce sont les 6 que nous allons discuter. Les 6 ont leur particularité, leur structure. Prenons-les un à un. Donc, sur l'écran, vous voyez, quand on parle de ballade, la ballade, c'est un poème lyrique. Lyrique, c'est-à-dire la rime, ou bien la rime utilisée ici est presque la même tout au long du poème. Lyrique, c'est-à-dire il y a des éléments quelque part à répéter qui attirent le sentiment du lecteur.
Voilà, on dit lyrique, poème lyrique. Mais regardons la structure de ballade. Que quelqu'un lise ce qu'il voit. La ballade. Quelle est la structure de la ballade? Mary, lis ce que tu vois Monsieur, sur l'écran. Lis ce que la tu vois sur ballade. l'écran. Oui. Oui, monsieur. La ballade. La ballade est un poème lyrique. La structure, elle comporte en général 3 strophes de 8 autosyllabes ou décasyllabes, auxquelles s'ajoute une dernière strophe appelée envoi. Oui. Donc, c'est-à-dire, L'ensemble, attention, attendez. Donc, c'est-à-dire, le poème tout entier contient 3 strophes. Et chaque strophe a ce qu'on appelle octosyllabe, c'est-à-dire chaque vers a une longueur de 8 syllabes. OK? 8 syllabes, ou bien ça peut être 6 9 syllabes. OK. Donc, à la fin de chaque strophe, nous avons une partie qui est rejetée. Là, on l'appelle envoi. OK, on l'appelle envoi. Vous les faites déjà à l'église ou bien dans une cérémonie où le prêtre jette un verre pour que tout le monde répète. Et il s'arrête, les gens se taisent et il maintenant lit une strophe et à la fin, tout le monde répète cette partie. Donc, c'est la partie que tout le monde répète, c'est ce qu'on appelle l'envoi. Je pense que c'est clair. oui, monsieur. Oui, allez-y, deuxième phrase. L'ensemble de ballades est composé de 28 vers. Mhm. Elle est construite sur 3 rimes seulement. OK, vous voyez? Donc, le tout, parce que c'est fixe, le nombre de vers est déjà déterminé. Ou bien le nombre de strophes aussi est déjà déterminé. 3 strophes, OK? Mais au total, nous avons combien de vers? 28 vers. OK? Et le rime, la rime, c'est-à-dire quand on prend chaque strophe, la strophe a la même rime. Deuxième strophe, la même rime. Troisième strophe, la même rime. Oui, c'est ça. Voilà la structure. Allez-y. Le chemin de rime de la ballade est A, B, A, B, B, C, B, C, C, D. Et pour l'envoi, D, C, D, C. Voilà, ici, c'est un peu difficile ici à illustrer devant vous la rime comme ci. Mais quand on parle de rime, je suis sûr que vous comprenez. La rime, c'est-à-dire, à la fin de chaque vers, il y a un son qui est répété. Ça peut être 2 sons ou bien 3 sons. Par exemple, chanter, manger, calculer. OK? Nous avons et. On peut avoir 3 sons ou bien 2 sons, disons. On peut avoir 2 sons qui terminent chaque vers. C'est ce qu'on appelle la rime. Par exemple, nous avons bruit, rue. Bruit, rue. Premier vers se termine avec bruit. Deuxième vers se termine avec rue. Donc, il y a le son UU. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la rime. OK? Donc, ce qu'on vient de dire ici, que quand tu prends la première strophe de
la ballade, nous avons le premier vers a le même son, se termine avec le même son que le troisième vers. Et le deuxième vers se termine avec le même son comme le quatrième et le cinquième et le septième vers. Et puis nous avons le 1, 2, 3. C'est-à-dire le sixième vers se termine avec le même son comme le 8, 9 vers. Et puis à la fin, nous avons 4 vers qui reprennent le même son qui est nommé B ou bien C. Pour expliquer davantage comment les lettres sont arrivées. Prenons par exemple, quand tu prends un poème et tu vois le tout premier son à la fin d'un vers, on lui donne le nom A. En lisant les autres vers, s'il y a un autre vers qui a le même, qui se termine comme le premier vers, donc on lui donne encore A. C'est-à-dire ils sont identiques. Maintenant, deuxième vers normal a une autre terminaison. La même chose comme le quatrième vers a le même son, bien la même terminaison. Donc là, on le donne B. Donc voilà comment les lettres sont réalisées. Il faut identifier les sons identiques pour leur donner la désignation. Oui, je suis sûr que c'est clair. Si c'était au tableau, j'allais illustrer, donner des exemples. Mais en fait, nous allons faire référence avec vos modules. Il y a un exemple de ballade. Là, je peux davantage. Oui, chaque strophe se termine par un même vers. OK, comme on a dit, le refrain ou bien l'envoi. C'est ce que je viens d'expliquer, que presque tout le monde reprend. OK, exactement. Un vers après la lecture d'une strophe. Là, on l'appelle refrain. OK, mais là, c'est le refrain. OK. On peut avancer, non? Maintenant, référant à notre module, nous allons comprendre plutôt comment la rime est utilisée et comment les lettres sont utilisées pour déterminer la désignation des rimes. Vous voyez le poème, exemplaire des ballades, la ballade. Oui, monsieur, on voit ça. OK. Donc, nous allons essayer d'analyser le poème. Vous voyez, le poème a combien de vers? Selon ce que vous voyez, combien de vers? Lisez et me le dire. Le poème a 8 vers. Oh, non, 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 non. Et combien de vers?
28. Oui, monsieur, ça a 28 vers. 28. 28. Que quelqu'un peut confirmer? Oui, monsieur, c'est 28. C'est 28. OK, merci bien. Donc, revoyons maintenant d'autres éléments. Et vers comme on nous a dit que la ballade a combien de strophes? La ballade a 3 strophes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK, c'est bien. Donc, combien de strophes? Il y a Oui, 4 strophes. c'est 3 strophes. À cause des pages, comment l'appelle-t-on? Des pages. OK. OK. Monsieur, Ouais, on a 4 strophes dans ce poème. 4 strophes. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je peux dire aussi que nous avons 3 strophes, plus l'envoi. Exactement. Exactement. Il y a 3 strophes et nous avons l'envoi. OK, c'est ça, comme je disais, mais regardez comment la rime est utilisée. Vous voyez, première strophe, nous avons pays qui est le son. On peut lui donner A et nous avons romaine, germaine, ça c'est bébé. Et puis nous avons C qui est néthèse. Et puis en descendant, nous avons bru en mène, je mène. Et puis étant. Vous voyez comment ça change. Si nous voulons illustrer cela au tableau, il faut donner le nom à chaque vers et en fin de compte, on verra que ça rime sur le classique. Vous voyez, deuxième strophe, par exemple, nous avons Lise, Alice, Sérène et Men. Lorraine, ça c'est bébé. Louen et souveraine s'aligne avec Sérène. Okay. En descendant aussi, il y a la même chose. Je pense que c'est un peu clair. Maintenant, voyons le deuxième exemple. Nous avons ce qu'on appelle les haïkus. Les haïkus est un poème à forme empruntée.
Ok, on dit la forme est empruntée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas originellement les poèmes envisagés d'être utilisés en classe ou bien avec les débutants. Oui. Donc, regardez ce qui est sur l'écran. Donc, vous voyez que c'est une forme empruntée à la littérature japonaise. C'est la structure utilisée par japonaise. Soit on l'appelle haïku ou bien haikai. Ou bien haikai. Mais regardons la structure de ce poème. Donc, on dit haïku a une structure. Et la structure, c'est 17 syllabes réparties sur 3 vers impairs et 5, 7 et 5 syllabes. Ça, c'est la répartition. Nous avons 17 syllabes en gros. Sous les 17 syllabes, nous avons 3 vers impairs, c'est-à-dire les vers ne sont pas égaux, sont des oppositions. Et puis, cela est suivi par les vers impairs. Ça peut être 3 vers impairs, ou bien ça peut être 7 ou bien 5 syllabes. Ça dépend de la longueur déterminée par le poète. Et puis, nous avons maintenant un troisième exemple. Non, j'ai déjà projeté ça. Et puis, nous avons un autre exemple de poème à forme fixe qui est appelé Ode. Oui, Ode. Nelson, lis ce que tu vois sur l'écran. Ok. Nelson est L'ode, là. ok. Elle est une forme poétique héritée de l'Antiquité, dont la pratique en langue française date du XVIe siècle. Elle est un poème lyrique. La structure, Oui, c'est un poème lyrique comme la ballade chantée avec une voix mélodique, ok, avec certains mots de sentiments répétés. Ça, c'est lyrique, rythmé. Ça, c'est l'autre. Ça peut être un poème de deuil ou bien un poème de joie. Ben, normalement, ce sont des poèmes de deuil. OK? Maintenant, regardons la structure. elle est composée de 3 strophes. La strophe, l'antistrophe, l'épaule. Les 3 strophes sont formées sur le même nombre de vers. Le ton d'une ode doit être enthousiaste, saisissante, Rythmique. mais Ouais, elle peut être facilement rythmique. chantée.
Elle a pour Oui. objet d'exprimer des sentiments universels sans une métrique autre que la légende, du moins en Ok, vous général. voyez, c'est le seul poème qui a 3 parties bien déterminées et nommées. Même les autres ne sont pas nommés. Nous avons 3 strophes. La première partie, c'est la strophe. C'est comme dans une composition, nous avons l'introduction, nous avons le contenu et nous avons la conclusion. C'est l'ordre qui a cette caractéristique. Nous avons la strophe. Normalement, on voit que c'est l'exposition du message du poète. Et maintenant, deuxième strophe, l'antistrophe, c'est maintenant le message proprement dit, ou bien le contre. OK, message. Et puis nous avons l'apôtre, qui est la conclusion, ou bien le sommaire, et le résumé du poème. Voilà la structure. Des poètes ici. Comme nous avons dit, c'est un poème lyrique, okay, il y a des expressions de sentiments, enthousiasme, satisfaisante, joie, ou bien mélancolie. Exactement cela, c'est l'ordre. Ce sont les 3 parties, de l'ordre. Nous avons la structure. Comme j'ai dit, ça peut être chanté, comme les Ashantis qui aiment chanter le deuil. Ils peuvent présenter les poèmes dans cette forme pour bien véhiculer le message. Ou une femme chanter ou bien pleurer en chantant pour attirer les autres. Okay? Donc, c'est ça, c'est le 3e poème à forme fixe. Le temps file, hein? OK. Maintenant, regardons rapidement le pointu, le rondeau et le sonnet. Nous allons prendre seulement les pointus et discuter en 2 mots et les autres, je vous partage cela. Vous voyez les pointures. Kwame, tu lis ce qui est sur l'écran. Le pantoum, c'est quoi? Kwame, la peau. Oui, monsieur. Le pantoum, il est une forme empruntée à la poésie. Il est une forme empruntée à la poésie malaise par les poètes romantiques. Oui, c'est-à-dire la poésie malaise, la poésie de malheureuse. Oui. OK. La structure. La structure. Oui. Il est composé de quatrains à rimes croisées et a pour fondement la prise des rimes des vers d'une strophe à l'autre, mais en les déplaçant le premier et le 3e vers de la première strophe devant dans la suivante, le 2e et le 4e vers. Tout simplement, le poème est composé de quatrains à rimes croisées. Quatrains, c'est-à-dire chaque strophe a 4 vers. Et à la fin,
de chaque vers, nous avons les rimes qui est croisé. Croisé, c'est-à-dire alternativement. Le premier a un son, le deuxième a un différent son, le troisième vers a le même son que le premier et le quatrième vers a le même son que le deuxième. Ça, c'est croisé. OK? Voilà. Et nous avons la strophe, disons, repris. OK? Le rime de vers d'une strophe est repris. C'est-à-dire, dans la deuxième strophe, on reprend, OK, le rime de première strophe. Oui. Vous allez lire cela, oh, c'est l'heure, sinon, vous allez lire cela dans le module où il y a un exemple. Vous allez voir que les rimes sont répétées, croisées. Dans la deuxième strophe, il y a presque la même rime répétée, mais alternativement. OK? C'est ça, il faut retenir cela. C'est ça la structure. C'est un peu complexe. OK? En lisant, mais il faut avoir différents exemples de poèmes, analyser la manière dont la rime est utilisée pour pouvoir bien comprendre tout cela. OK? Et c'est un poème bien ancien qui est utilisé différemment. OK. Oui. Il nous reste le rondeau et le sonnet, mais je vois que c'est l'heure. Il y a un point à discuter. Il s'agit de notre tâche, disons, de 5e et 6e rencontre. Vous êtes au courant de cela, non? We have presentations that every one of you should do. I hope you are aware of that. Oui, monsieur. Oui, monsieur. So you need Oui, monsieur. to pick some topics which you will prepare and present during our the 5th and 6th meeting. I hope that is right. So I put it before you. How do you want us to regroup ourselves? So far, I don't know, are we 9? Is it true that we are 9? Because last time there were 9 people on board. Today, are we 10? Yes. I think for the online, the group is done by the coordinator. Or sometimes the coordinator will give you the list of all students, then you do the group by yourself. Okay, so you want us to go by that? Okay, Yes. so Student is happy. I think a gentleman or a lady called me last time. So far I don't even have the complete list of you. Last week some people were present. Today they are not. I think there was one Victoria. Today she's absent. Last week we didn't see someone like Mark, but today he's here with his camera on throughout the session. Mark, are you with us? Mark, are you with us? He's looking elsewhere. Mark, what's the name? Mark Ewa. Ewa Mark. I guess he's not with us. Okay. Right now, I will share with you the previous slide, and then I'll share the second slide too with you. Then please, within the week, we'll create the groups, and I'll attach the topics with it so that you begin to prepare towards it. Is that okay? Yeah, oui, monsieur. Yeah. So far, any question up to this point, what you have discussed? Oui, monsieur. Where posé là? This one is concerned the quiz. I want to find out if the quiz will cover the 3 units. I mean unit 1, 2, and 3. Ideally, it's supposed to cover unit 1 and 2. Okay.
Because That in is, 2 weeks' time, we'll be writing the quiz. yeah. So we are not meeting next week. The next meeting is peace. Next week is a break. Yes. But if you decided to meet us, we can do so. Okay, I'll look at what you need to cover, but your course doesn't have up to 6 units. Have you observed that? Yes. We have up to 4 units. Oui, monsieur, c'est vrai. So we are going to look at it, how detailed the units are, and then if there is the need for me to meet you before then, I will alert you on the platform. Okay. Just be active. Do not hesitate during your revision time from unit 1 to where we have reached. If you have something that is bothering your mind, don't hesitate to ask on the platform. Okay. Okay. Merci bien et bonne continuation de cours. Oui, monsieur. Merci. Yeah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Hey, Marc, ça va comment? Marc, tu m'écoutes, non? Marc, Et c'est passé. ah, Ça le concerne professeur t'a appelé Nathan. plusieurs fois. Marc, hey, Marc, tu